Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, ouverture des travaux de la première session du Sénat au Burundi. Une séance boycottée par l'opposition et les anciens chefs d'État sénateurs à vie. Le Gabon renforce la répression contre les crimes rituels. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba vient de signer une ordonnance qui durcit les peines contre les auteurs de ces crimes. Et le président nigérian Muhammadu Buhari veut réformer l'enseignement secondaire. Il entend notamment introduire l'instruction religieuse basée sur l'islam. Au Burundi, c'est ce mercredi qu'ont été ouvertes les activités inaugurales du Sénat. Un Sénat composé presque exclusivement par des représentants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les anciens chefs d'État, sénateurs à vie et les membres de l'opposition étaient absents lors de ces travaux. Awar Barkala. La première session du nouveau Sénat a été officiellement ouverte ce mercredi 12 août. 15 jours seulement après les élections présidentielles contestées, les 4 anciens chefs de l'État, sénateurs à vie, ont décidé de boycotter la séance. Je suis très gêné de participer à un Sénat tout à fait monocolore qui indique que les élections n'ont pas été participatives. Cela a été décrié par les acteurs politiques burundais dans leur ensemble et la communauté internationale également. Pour les anciens présidents, une réelle sortie de crise passe par un dialogue entre l'opposition et la majorité. Ils en appellent au soutien de la communauté internationale. Nous avons critiqué les élections qui se sont déroulées au niveau des communales, au niveau des législatives, au niveau des présidentielles. Et nous sommes parmi ceux qui appellent à l'organisation d'élections beaucoup plus crédibles. Donc ça serait illogique tout d'un coup d'aller au Sénat dans le lancement d'institutions issues d'un processus électoral que nous critiquons. Les anciens présidents sénateurs à vie représentent un dernier levier pour l'opposition. Les sièges du Sénat sont presque exclusivement occupés par la CNDD-FDD, le parti au pouvoir, à hauteur de 33 sièges sur 43. Au Gabon, le code pénal vient d'être modifié afin de renforcer la répression contre les crimes rituels, des crimes qui sont désormais passibles de la perpétuité. Mais à côté de cet aspect dissuasif, il sera également question de prévention. Ibrahim Ndiaye. Adoption d'une nouvelle loi contre les crimes rituels au Gabon. Une ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, le 11 août 2015, veut désormais mettre fin à l'impunité par rapport aux crimes. Elle introduit des modifications dans le code pénal qui punissent désormais les auteurs de crimes rituels de la perpétuité et ces crimes sont devenus imprescriptibles. Objectif, décourager complètement cette pratique qui traumatise les Gabonais. Je suis à moitié satisfait à cause des manquements et l'exclusion qui a été faite par le gouvernement à partir de 2013, date à laquelle nous avons remis le mémorandum au chef de l'État. Ce qui vient d'être adopté, ce sera un travail dans le futur qui sera revu, puisqu'il y a plusieurs choses qui manquent. L'idéal, c'est que quand on prend une décision, il faut qu'on la prenne une bonne fois pour toutes. Alors, le texte a été, retenu par le Conseil des ministres, mais il y en aura beaucoup de choses qui vont manquer. La notion de preuve, par exemple. Lorsque les commanditaires ne passent pas la barre et que les bourreaux sont arrêtés, ils parleront toujours des preuves. Alors, pour attraper une personne, la main dans le sac, comme on le dit, ce sera très difficile. Et le commanditaire sera toujours là pour envoyer les gens pour abattre les pauvres citoyens. Parallèlement à la loi répressive, les associations prônent également l'aspect éducatif de tous les maillons impliqués dans la chaîne criminelle. Le second problème, c'est que on a négligé le facteur éducation. Il faut éduquer le peuple. Éduquer le peuple, les religions ont commencé à faire ça, c'est-à-dire les catholiques surtout, les musulmans aussi. Et il y a ce facteur-là qu'on doit renforcer. Au niveau des OPJ chargés de mener des enquêtes, ces gens-là doivent être formés. On doit aussi les doter le matériel nécessaire, le matériel moderne pour qu'ils fassent librement leur travail. Au niveau des médecins légistes, on doit les former en quantité et en qualité. Il y a beaucoup de manquements. Parce que l'impunité pour ces autres personnalités qui prennent les autres comme les poules, comme les moutons, moi je dis non, il faudrait que ça cesse. Une trentaine de crimes rituels ont été recensés depuis le début de l'année. Le sujet est très sensible au Gabon et les crimes seraient plus fréquents en période d'élection. La modification du code pénal par l'ordonnance présidentielle de ce 11 août vient combler un vide juridique dans le pays.
Au Sud-Soudan, l'armée a levé son blocage de l'aide humanitaire à destination des zones sous contrôle de la rébellion. L'annonce a été faite ce vendredi par les Nations Unies. La levée de ces restrictions a permis la reprise de l'approvisionnement en médicaments, vivres, eau et carburant. Pour rappel, les belligérants ont jusqu'au 17 août pour signer un accord de paix. En Algérie, le gouvernement cherche les moyens de pallier à la baisse des recettes pétrolières. L'une des solutions est l'amnistie fiscale afin d'intégrer les fonds du secteur informel dans la sphère bancaire. Pour rappel, l'Algérie subit actuellement les conséquences de la chute des cours du brut. Ibrahim Ndiaye. Une amnistie fiscale pour intégrer les fonds informels dans la sphère bancaire. L'initiative vient du gouvernement algérien qui a annoncé le 10 août ce plan. La fraude fiscale est estimée à 4 milliards de dollars par an en Algérie. Ce dispositif, prévu par la loi des finances complémentaires 2015, devrait permettre à l'État algérien de renflouer ses caisses face à la chute des ressources pétrolières. La recette pétrolière et gazière devrait tomber cette année à 34 milliards de dollars contre 68 milliards en 2014. Est-ce que cette mesure va permettre effectivement d'intégrer cette masse monétaire dans la sphère réelle ? Là, moi je note quelque chose qui me paraît assez étrange. Normalement, l'opération aurait dû être menée par la Banque d'Algérie, qui est la banque des banques. Parce que le rôle du ministère des Finances, c'est uniquement l'équilibre budgétaire. La loi sur la monnaie et le crédit algérienne donne de larges prérogatives à la Banque centrale d'Algérie. Moi, ce qui m'étonne, c'est pourquoi cette opération a été menée par le ministère des Finances, parce que c'est pas dans ses prérogatives, d'après la législation en vigueur, et pourquoi pas par la Banque centrale d'Algérie. Toutefois, certains analystes restent pessimistes pour plusieurs raisons. Ils pointent du doigt en premier lieu l'instabilité du dinar. Je vais vous montrer pourquoi ça risque d'achoper. Actuellement, qu'est-ce que fait la Banque d'Algérie ? Elle est en train de déraper simultanément le dinar à la fois par rapport à l'euro et par rapport au dollar. Ce dérapage donne une méfiance de l'Algérien vis-à-vis de la monnaie du dinar. Alors que le rôle du Conseil des ministres, lorsque ça a été adopté, c'est de redonner confiance pour que les gens, les commerçants, les gens qui ont du capital argent dans la sphère informelle, puissent effectivement déposer cet argent-là. Là, il y a eu un dysfonctionnement entre la politique de la Banque centrale qui dérape simultanément le dinar par rapport à l'euro et au dinar, à l'euro et au dollar, et cette volonté de redonner confiance pour intégrer cette masse monétaire. La date limite de ce dispositif a été fixée par les autorités au 31 décembre 2016. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari veut réformer le programme de l'enseignement secondaire. Le chef de l'État souhaite notamment que l'instruction religieuse basée sur l'islam soit désormais au programme. Une réforme qui suscite des réserves chez les élèves comme chez les professeurs. Un reportage de notre correspondante Afolake Ounoye commenté par Emmanuel Mimono. L'instruction religieuse basée sur l'islam bientôt au programme dans les écoles secondaires au Nigeria. Pour le président nigérien Muhammadu Buhari, cet enseignement est devenu essentiel. Désormais, 2 livres islamiques s'ajouteront au manuel scolaire des établissements secondaires. Zulaïha est étudiante et musulmane. Même si elle ne bénéficiera pas de ce programme, elle pense qu'il sera bénéfique pour les jeunes, mais elle nuance. Le président étant lui-même musulman, il ne devrait pas favoriser sa religion. La plupart des livres islamiques sont très instructifs, moralement et dans tous les aspects. Ils ne sont pas seulement réservés aux musulmans, ils parlent de la façon dont nous devrions pratiquer l'islam, comment nous devons vivre avec les gens. Je suis sûre que le président a ses raisons. L'islam est la religion de la paix. Mais en tant que musulman, il ne doit pas introduire les programmes islamiques dans le programme scolaire parce que nous vivons dans une société où les gens pratiquent différentes religions. Introduire l'instruction religieuse, oui, mais pas à ce niveau de l'enseignement, dit pour sa part cet enseignant. Pour lui, cela va créer plus de problèmes qu'il n'en résout. Les livres islamiques sont assez délicats. Il y a des mots, des noms avec lesquels vous ne pouvez pas plaisanter. Si je devais donner un conseil au gouvernement, je lui conseillerais d'abandonner cette réforme. Si quelqu'un veut étudier l'islam, il devrait le faire dans les universités, pas à l'école secondaire ni dans les écoles primaires.
Certains pensent également que les défis du système éducatif nigérian sont autres. La réduction des grèves des enseignants, la gratuité de l'éducation et l'amélioration du système éducatif pourraient être autant de priorités. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.